Bonjour chers compatriotes, Judikel Bikuta, activiste politique. Je vais m'exprimer concernant l'interview de monsieur, celui qui est à Brazzaville, celui qui est illégalement président de la République du Congo, Brazzaville. Je suis choqué lors de son interview, l'interview qu'il a passée à Luanda, lors des obsèques de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos. Pourquoi je suis touché, je suis choqué? Monsieur nous parle de la lutte. Ils se sont rencontrés, dos Santos et lui, à Brazzaville. L'autre était, dos Santos était aux côtés du président Agostinho Neto, et lui, il était aux côtés du président Marian Ngouabi. Agostinho Neto était dans la lutte, et dans sa lutte, il était accompagné des jeunes comme Eduardo dos Santos. Mais lui qui vient nous parler de la lutte qu'il a lutté, nous ne savions pas de quelle lutte qu'il a fait à Brazzaville. À Brazzaville, lui, il est d'instituteur, il s'est retrouvé officier de réserve et il était aux côtés du président Marian Ngouabi. Par sa malice, il est devenu président de la République du Congo. Mais je ne sais pas et je ne comprends pas de quelle lutte qu'il parle. Parce que lorsqu'on parle d'une lutte qu'il a luttée, la façon dont aujourd'hui le Congo se retrouve dans une situation misérable, dans une situation, lui et son clan et sa bande, ils ont pillé le Congo. Et ils sont encore en train de piller le Congo. Ils continuent à piller le Congo. Et il vient nous parler de la lutte. Mais quand j'étais devant sa dépouille, j'ai parlé de la lutte et je veux continuer cette lutte-là. Mais je ne comprends pas comment continuer la lutte après 38 ans au pouvoir. Et encore une erreur l'erreur qu'il a faite, c'est de dire que peut-être certaines personnes ne le savent pas, mais nous sommes arrivés au même moment, la même année au pouvoir. Donc ça fait déjà 38 ans. Mais franchement, des fois on se trahit. Nous trahissons par notre façon de parler. Il se trahit lui-même quand il dit « Nous sommes arrivés au même moment avec le président dos Santos ». Donc, aujourd'hui, si on prend Luanda, l'Angola, qui a pour capitale Luanda, on va dire, bon, M. dos Santos est resté 38 ans au pouvoir. Regardez ce qu'il a fait de Luanda en 38 ans. On va prendre le Congo-Brazzaville, qui a pour capitale Brazzaville. Monsieur, celui qui est au pouvoir qui occupe un poste illégal, qui n'a pas gagné, on sait qu'il avait gagné l'élection, comme d'habitude, et on va dire, il est resté 38 ans au pouvoir. Regardez Brazzaville. Et on va prendre aussi Obiang Nguema. Nguema aussi est arrivé la même période que dos Santos et celui qui est à Brazzaville. Ils sont arrivés à la même période. Donc nous allons prendre la Guinée équatoriale comme capitale Malabo et nous allons dire, bon, regardez, nous allons demander, parmi les trois pays, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale, quel est le président qui a mieux travaillé? Le Congo-Brazzaville sera dernier. Le premier sera peut-être dos Santos, ou le premier sera peut-être Obiang Nguema, parce qu'ils ont construit leur pays. Ils ont construit leur pays. Je ne dis pas qu'ils ont été parfaits. Il y a eu aussi dans ces pays-là, comme en Angola, comme en Guinée équatoriale, il y a eu des problèmes de détournement de fonds, des problèmes de corruption, tout ça là, on le sait très bien. Mais eux, ils ont quand même changé les conditions de vie de leur population. Ils ont essayé de changer les conditions de vie de leur peuple. Mais à Brazzaville, c'est misérable.
À Brazzaville, ce n'est que de la misère. Un pays où on ne paye pas les retraités. Les retraités ne sont jamais payés. Ça fait plus de plusieurs années, plus de plusieurs mois qu'ils sont là. Ils n'ont pas de pension. Les conditions de vie, nos étudiants qui ont pu avoir les inscriptions à l'étranger pour aller étudier, ils ne peuvent pas partir aller étudier parce qu'il y a un problème de passeport. Mais les autorités de ce pays-là, ils ne veulent pas le développement de ce pays-là parce que l'instruction est primordiale pour un peuple, pour un pays. On ne peut pas laisser une jeunesse sans instruction parce que cette jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et dommage, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour cette jeunesse-là. Comment les cartons peuvent manquer à la préfecture? Et lorsque les jeunes ils vont demander les passeports parce qu'ils doivent se rendre à l'étranger, ils sont matés par la police, ils sont tabassés par la police. Et ce même monsieur, aux obsèques de Dos Santos, il va nous parler de la lutte et qu'il est encore en train de continuer de lutter. Mais on ne peut pas continuer à lutter. On a fait une lutte et aujourd'hui, quel est le résultat de sa lutte? Le Congo-Brazzaville a un bilan médiocre. Le Congo-Brazzaville, économiquement, a un bilan médiocre. Le pays n'a pas avancé sur tous les plans. Et monsieur vient nous parler de la lutte. Et ils vont encore continuer à lutter. Mais lutter pourquoi? Le temps est arrivé de faire la passation. Le temps est arrivé de passer la main. Nous devons aller vers une transition. Et une vraie transition, en laissant au pouvoir une personne neutre, une personne qui a les compétences, une personne qui viendra redresser l'économie du Congo, une personne altruisme. On ne va pas continuer à vivre comme nous vivons, comme on est en train de vivre actuellement, en ayant une personne à la tête du Congo, une personne qui n'aime que lui et qui n'a rien fait pour le peuple congolais et qui ne fait rien pour ce peuple-là. À un moment donné, nous devons dire, mais stop. Et les jeunes, les Congolais, enlevons notre peur. Enlevons notre peur, n'ayons plus peur. Le pays appartient à tous les Congolais. Le Congo n'appartient pas à une seule personne. Les conditions de vie qui sont très misérables. Les Congolais vivent dans une situation de tristesse. Aujourd'hui, dans tous les pays qui nous respectaient hier, aujourd'hui savent qu'au Congo, aujourd'hui, les choses ne vont plus bien. Vu que ceux qui sont à la tête de ce pays-là ne veulent pas le développement de leur jeunesse, que cette jeunesse se développe, que cette jeunesse puisse s'instruire, que cette jeunesse puisse aller à l'étranger pour apprendre des choses, pour avoir de la connaissance. D'où ils bloquent les jeunes. Ils bloquent les jeunes. Ils ne veulent pas que ces jeunes évoluent. Ils ne veulent pas que les jeunes puissent apprendre. Comment ça se fait? Un pays comme le Congo-Brazzaville peut manquer des cartons, des passeports pour délivrer à leurs étudiants qui sera l'élite de demain. Et aux obsèques de Dos Santos, tu viens nous parler de la lutte. Mais Samora Machel, le président Samora Machel, paix à son âme. Lui, quand il parlait de la lutte à Cotonoua, quand il parlait de la lutte à Cotonoua, Victoria est certes, quand il se battait, quand il luttait, parce qu'on fait la lutte pour un but, pour une cause. Et lui, il était dans la cause pour la libération de la République mozambicaine par les colons portugais. Et il a lutté, il parlait beaucoup de cette lutte-là. Mais ces messieurs-là, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était la vraie lutte. Ils n'avaient pas un complexe d'infériorité ni de supériorité. C'est quand il est arrivé au pouvoir, ils dirigeaient la République de Mozambique avec beaucoup de simplicité. Les Nelson Mandela, ils ont fait la lutte. Mais ça, c'est la vraie lutte. Le président Mandela, quand il est arrivé au pouvoir,
après sa lutte contre l'apartheid, même avant qu'il soit président, quand les Sud-Africains commençaient à s'entretuer entre eux, l'unique discours qu'il avait fait en leur disant l'unique victoire que nous aurions, la vraie victoire des Sud-Africains, ça sera que nous serons unis, nous serons en paix. On ne doit plus s'entretuer entre nous. Et voilà les gens, les Nelson Mandela. Nelson Mandela pouvait aussi acheter des appartements. Il avait la possibilité avec l'argent du contribuable de l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas le but de quelqu'un qui a fait la lutte. Parce qu'on fait une lutte pour une cause, pour un but. Mais il pouvait aussi acheter des appartements à Avenue Rapp, à Paris. Il pouvait aussi acheter un hôtel particulier, 3 rue Marbeuf. Il pouvait aussi acheter un hôtel particulier à son fils, à Neuilly, près de la mairie de Neuilly-sur-Seine. Il pouvait aussi acheter une maison à Marbella ou à Malaga, comme font d'autres. Ceux qui se disent lutteurs, ceux qui disent qu'ils ont fait la lutte, mais en réalité, ils n'ont jamais fait la lutte. Le président Laurent Gbagbo, il a fait la lutte, il avait un but. Il y avait le président Oufoué qui était bien implanté en Côte d'Ivoire, mais lui voulait aussi devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il avait un but. Et ce but-là, peut-être, il se disait, bon, je serai président, je veux changer les choses. Il luttait pour devenir, parce que celui qui était là était bien implanté. Mais c'est ça les lutteurs. Quand il est arrivé au pouvoir, le président Laurent Gbagbo n'a jamais acheté une maison à l'étranger, n'a jamais acheté un appartement à Paris, n'a jamais acheté des appartements pour ses fils, pour ses petits-enfants. Mais quelqu'un qui vient nous parler de la lutte, qui achète avec l'argent du contribuable congolais les appartements pour ses petits-enfants à New York, les appartements pour ses enfants avec l'argent du contribuable congolais, il vient nous parler de la lutte. Le lutteur ne mélange pas des genres. Le lutteur n'est pas un mélange. Il n'y a pas de mélange de genre quand on est lutteur. Ce qui mélange le genre, comme vous vous comportez là, votre comportement, se servir de l'argent du trésor public congolais, se servir de l'argent du contribuable congolais, c'est des opportunistes. Vous êtes arrivés par opportunité au pouvoir. Vous n'avez pas lutté. Vous avez eu cette chance d'être aux côtés du président Marien Ngouabi et par votre malice, vous avez fait des coups bas à vos amis de lutte, comme les Kikadiji, comme Diawara, les Kimboalankaya, Luc Kimboalankaya, tous ceux qui sont partis comme ça, les Xavier Katali, ceux qui étaient avec vous, vous avez fait avec votre malice. Vous avez pu avoir cette possibilité d'être à la tête du Congo, mais vous n'avez pas lutté. Ne parlez pas de la lutte. Et vous dites encore, la lutte continue et nous allons encore continuer. Il n'y a pas de lutte qui va continuer. Il est temps de passer la main, de faire une vraie passation, comme j'ai dit, avec une personne qui viendra changer les conditions de vie des Congolais. Parce que les Congolais vivent dans la misère. Les Congolais vivent dans une misère pas possible. Et vous êtes là, vous jouez au caïd, je ne paye pas les pensions, je suis là, je me sers de l'argent du contribuable, mes fils, mes enfants, mes filles, ma famille peuvent se servir dans les caisses de l'État, il n'y a pas de problème. Et vous venez parler de la lutte. Non, mais c'est choquant. Vous n'êtes pas un lutteur. Ceux qui ont lutté, ils ont changé les conditions de vie de leur population, de leur peuple, de leurs compatriotes. Mais je crois que peut-être vous avez un problème de communication. Peut-être vous avez un problème avec vos conseillers en communication. Parce que lorsque vous venez vous exprimer devant une chaîne de télé et venir parler de la lutte, que vous avez fait la lutte, et quelle honte! Vous dites encore, certaines personnes ne le savent pas, nous sommes arrivés au même moment au pouvoir. Mais eux, ils ont changé les conditions de vie. Hein. Luanda et Brazzaville, il n'y a pas photo. Malabo et Brazzaville, il n'y a pas photo.
Mais vous venez, vous vous exprimez, vous croyez que ce que vous allez dire, ça va toucher les gens. Non, mais au contraire, ça vous met vraiment en tort. Parce que Luanda et Brazzaville, comme j'ai dit, il n'y a pas photo. Luanda et Brazzaville, il n'y a pas photo. Et qu'est-ce que vous avez fait finalement en 38 ans? C'est de jouer à la malice, tuer les opposants, voler les élections aux Congolais. Mais, le temps aujourd'hui est en train de nous montrer, est en train de donner raison au peuple congolais. Nous, on était des enfants. On nous disait qu'on avait tué un tel, on avait tué tel ministre, telle personnalité politique. Mais aujourd'hui, on a compris. Nous avions compris. Ça venait d'où? Parce que cette bande-là, ta bande-là, ta bande-là, c'est pas un gouvernement, hein. Même là, ton assemblée là, c'est pas une assemblée nationale, hein. C'est juste des gens qu'on prend comme ça, vous avez nommé, parce que personne n'a la parole de parler, personne ne peut pas dire la vérité, personne ne peut pas vous interpeller. Mais tout ce que vous êtes en train de faire subir aux Congolais, les détournements de fonds, la misère, la violence policière qui règne au quotidien, le non-respect des Congolais, un jour ça va finir. Et comme on dit toujours que l'homme propose, Dieu dispose. Vous dites que bon, ça y est, j'ai rempli l'armée de mes parents, des jeunes qui viennent d'Oyo, de Lombo, partout. Et quand il y a un problème à la police, c'est eux qui vont me protéger, c'est eux qui vont mater les populations. J'ai l'armée, vous commandez les armes pour mater les Congolais. Mais un jour, ça va finir. Et peut-être aussi dans pas longtemps. Peut-être aussi dans pas longtemps, le Congo sera sauvé. Et les Congolais seront sauvés. Moi, je suis vraiment touché. J'ai le droit de m'exprimer parce que je suis touché, je suis choqué lorsque je vois une jeune compatriote, mademoiselle Onyami Stéphanie, qui était en troisième année de pharmacie, à la faculté de pharmacie de l'université de Volgograd, perdre sa vie parce que à cause des moyens, pas de moyens financiers, il n'y a pas de bourse, elle en avait marre, elle est partie. Et ces genres de témoignages ne peuvent pas vous changer d'avis, ne peuvent pas vous toucher de dire que, mais bon sang, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon sang, comment je n'arrive pas à payer les bourses? Mais vous allez parler de la lutte. Mais finalement, quel était le but de votre lutte? Lorsqu'on fait la lutte, c'est pour changer peut-être les conditions, c'est pour ramener quelque chose. Mais quel était le but de votre lutte? Vu que vous avez fait une lutte, donc votre but était, bon, je veux arriver au pouvoir par malice, comme vous avez toujours fait. Je veux éliminer les gens de mon entourage, ceux qui peuvent me gêner, je vais les éliminer. Et je vais rester au pouvoir. Donc les richesses du Congo vont m'appartenir. Les richesses du Congo vont m'appartenir. Et donc après, quand je partirai, je laisserai mon fils au pouvoir. Mes enfants, mes filles, mes fils peuvent se servir de l'argent du Congo. Personne ne parlera. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas la lutte. Vous n'êtes pas un lutteur, vous êtes qu'un opportuniste. Mais advienne que pourra. L'homme propose, Dieu dispose. On ne sait pas ce qui arrivera demain. On ne sait pas le lendemain sera fait de quoi. Parce que vous êtes là, vous dites que vous avez l'armée, vous avez mis dans l'armée les gens qui sont avec vous, vos parents, vos neveux, vous les avez mis dans l'armée, dans la police. Certains, ils sont généraux, certains, ils sont colonels, des hauts gradés de l'armée, en vous disant que eux, ils vont assurer votre sécurité contre le peuple. Parce que l'unique personne, l'unique possibilité de vous faire renverser, c'est le peuple. D'où vous avez peur du peuple, d'où vous avez interdit les manifestations à Brazzaville. Les gens ne peuvent plus manifester, mais ça va venir. Ça ne va plus tarder, ça viendra. Ça ne va plus tarder parce que lorsque l'injustice règne dans un pays, l'injustice prend le devant, ce pouvoir-là,
ce régime finit toujours par tomber. Et ton régime finira par tomber. Et quelque chose de plus triste encore, vous fermez les églises. Mais l'église, ce n'est pas une menace. Une communauté chrétienne comme la CIFMC, une communauté implantée depuis longtemps à Brazzaville, aujourd'hui, cette communauté devient une menace pour vous. Vous fermez une église. Mais par rapport à tout ce que les gens vivent à Brazzaville, vos magies, l'obscurité qui règne à Brazzaville, la franc-maçonnerie, vos pratiques occultes, bizarres, les gens, ceux qui comprennent, ils ont compris, se sont dit, nous allons nous réfugier dans la prière. Nous allons suivre des enseignements. Et ces gens-là, ils vont dans ces églises-là pour suivre les enseignements, pour se réfugier contre le mal que vous faites aux populations, contre le mal que vous faites à vos compatriotes. Et vous allez, vous vous réveillez, vous dites que bon, il y a eu des révélations, pourquoi ils révèlent des choses, je ne sais pas quoi. Et voilà, vous décidez, du jour au lendemain, de fermer cette communauté. Mais je demande aux frères de cette communauté, je demande aux sœurs de cette communauté, soyez persévérants, soyez dans la prière, priez sans cesse. Même si vous n'avez plus accès dans votre église, communiquez-vous, soyez en communion avec vous-même. Vous allez prier pour le Congo, vous allez délivrer le Congo. Si vous priez avec foi, avec vérité, ce régime-là ne durera pas longtemps, il va tomber. Parce que quand il y a trop d'injustice, il y a eu beaucoup d'injustice, c'est là où Dieu vient intervenir. Et Dieu interviendra sur le cas du Congo. Ça va plus tarder. Dieu interviendra. Mais vous serez aussi, vous serez dans ce combat-là. Déjà, vous êtes le combat spirituel. Continuez dans le combat pour la délivrance du Congo. Continuez dans le combat. Priez, priez, priez. Continuez à prier. Ce pouvoir-là, ce pouvoir qui fait du mal au peuple congolais, ce pouvoir qui fait du mal à la nation, à notre communauté, finira par tomber. Ce combat, ce n'est pas un combat d'une région. C'est le combat de tout un peuple. Le Congo doit être délivré. Le peuple congolais doit être conscient de ce qui se passe. Une personne est arrivée au pouvoir. En arrivant au pouvoir, le but, c'était de devenir riche. Son but, c'était de devenir riche, de profiter de la richesse du Congo. Et quand il a eu cette opportunité-là, avec sa malice, il a tout fait pour être riche, pour piller, lui et sa bande, pour piller le Congo, pour piller les matières premières au Congo, afin qu'il devienne riche. Mais, vu les injustices, trop d'injustices dans ce pays, et il a profité aussi de manipuler le peuple Mboshi, en disant, le jour où je ne suis plus au pouvoir, les Bakongo viendront vous tuer. Le jour où je ne suis plus au pouvoir, les Bakongo vous fera ceci. Mais moi, je m'en souviens, nous étions encore jeunes. Le président Pascal Lissouba, quand il est arrivé au pouvoir, aucun cheveu d'Mboshi n'avait été touché. Aucun cheveu d'Mboshi. Aucun civil, aucun citoyen, je dis bien, aucun civil, aucun citoyen Mboshi dont les cheveux ont été touchés par le régime de Lissouba. Au contraire, c'est encore eux qui manipulaient, toujours dans son système, dans sa malice. Il avait manipulé Kolela, il allait, lui et le général, bon, le nom va revenir, le ministre des Mines, Oba, lui et Pierre Oba et d'autres, même Yombi aussi, je crois, était dans les coups, allaient donner des armes, pour faire la guerre entre le pôle, entre Kolela et Lissouba, pour créer la zizanie. Toujours dans sa malice, toujours dans sa malice. Mais il est temps aujourd'hui que ce système ne soit plus au Congo. Et il finira par partir, chers compatriotes. Ensemble, nous gagnera. Et nous gagnerons ensemble. Le Congo sera délivré. Ingeta.